c'est ça. Parce que vous allez me poser la question, alors j'anticipe. La parité n'est-elle pas toujours le symptôme d'une maladie chronique qu'avait bien prévu Tocqueville? Il faut que je vous lise un tout petit bout de Tocqueville, parce que c'est un philosophe majeur du 19e siècle qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « Démocratie en Amérique ». Et quand il revient d'Amérique, où la démocratie est toute jeune, il écrit. Et il écrit à propos de la femme, donc en Amérique, 19e siècle. Donc, ils l'ont conçue aussi grande que l'homme. Ils l'ont rendue leur égale, alors même qu'ils conservaient le droit nécessaire de lui commander. Donc la maladie est chronique. Donc la parité est toujours un symptôme de cette maladie chronique. Je voudrais évoquer avec vous 3 écueils. 3 écueils à cette revendication du féminisme qui est peut-être, qui a été ou qui est encore peut-être, mais il y a des progrès, trop radical et qui finalement est contre-productif. Les écueils, c'est le risque de la tentation communautaire. La tentation communautaire, ça serait passer de ce sujet à la compétence pour ce poste à faudrait leur donner la parité. Voilà, la discrimination positive est, je pense, une catastrophe. Et les femmes elles-mêmes se font avoir. On perçoit évidemment la difficulté. Je veux un droit public pour quelque chose de singulier. Évidemment, il y a une tension. Mais j'ai essayé de vous le faire comprendre à la page précédente. Le droit de reconnaissance se dit toujours au singulier. Sans ça, il perd son sens profond. Je viens de vous le dire pendant au moins 10 lignes. Reconnaissance de soi, altérité, regard de l'autre. Donc les lois sur la parité sans le droit de reconnaissance qui se dit toujours au singulier ne va pas faire avancer les choses de façon adéquate. Donc le premier risque, c'est ça, c'est la tentation communautaire. Le deuxième risque, c'est le victimisme. Le victimisme tellement facilité par les médias, parce que ça marche. Mais il ne faut pas confondre émotion et droit. Et surtout, il ne faut pas aller à une inégalité réparatrice. Et puis, le troisième écueil, c'est que surtout après les années 68, et vous l'avez tous vécu, il y a eu, pour certaines, mais c'était quand même bien la mode, une sorte du rejet de la féminité, au nom de l'égalité. C'est toujours ce pouvoir symbolique de nos démocraties que nous avons à tel point intériorisé sur le plan de l'égalité. Au nom de l'égalité, nous ne voulons même plus différencier l'autre sexe, mais aussi peut-être l'autre génération, et peut-être aussi l'autre corps, et peut-être aussi l'autre. Peut-être jusqu'à la limite de l'égalitarisme, l'ennemi perfide de l'égalité. Tous des hommes, tous jeunes, tous des Adonis, tous forts en maths. Je voudrais vous proposer de revendiquer l'altérité et de nous réapproprier l'identité féminine pour parer à 2 choses qui me paraissent terribles. Je redis, revendiquer l'altérité pour nous réapproprier l'identité féminine, pour ne pas tomber dans une terrible indifférenciation des sexes. Vous savez, ça serait comme une confusion. Et peut-être pire encore que ça, mais ça c'est déjà, à mon avis, une catastrophe. Mais pire peut-être que ça, à une neutralisation sous le signe du masculin. Et alors là, ça serait pas une confusion, ça serait une identification, une réduction. Ça serait une identité calquée sur le mode masculin. Finalement, l'égalité des femmes semblerait liée
à leur devenir homme. Ah, moi j'aime pas ça. Des fois on écrit conclusion. Bon, c'est pas joli comme mot conclusion. Moi je vous propose un peu de bonheur. Un peu de bonheur. Pour avoir un peu de bonheur, un peu d'humour, et puis un ultime paradoxe. Un peu d'humour, c'est que après toutes ces longues lectures, je ne sais toujours pas, mesdames, si les hommes en veulent plus à nos vices ou à nos vertus. Et pourtant, j'ai beaucoup lu. Et puis l'ultime paradoxe, c'est que vous savez, quand la femme est femme, quand elle est dans la féminité, peut-être même quand les talons sont trop hauts, peut-être même quand la valise est un peu trop lourde, alors à ce moment-là, l'homme peut être un homme, avec toute sa masculinité. Et là, il arrive un truc extraordinaire, qui s'appelle la galanterie. La galanterie, ça nous vient de l'amour courtois du Moyen-Âge, relayé par la préciosité au XVIIe siècle dans les salons. La préciosité, c'était quand l'homme donnait à la femme une valeur extrême. Elle devenait précieuse. Et quand on aime quelque chose de plus en plus précieux, on est soi-même de plus en plus grandi. La galanterie française est la lointaine héritière de cette tradition. Et là, il arrive un paradoxe extraordinaire. C'est que quand la femme est tellement femme, quand l'homme est tellement homme, qu'arrive ce moment de la galanterie, et peut-être même le moment du jeu de la séduction. Et dans ce jeu de la séduction, l'égalité est totale. Je vous remercie. Neuf heures et quart. Est-ce que vous avez des questions éventuellement? Pas trop de questions, mais je veux bien vos remarques, vos commentaires, vos idées, votre vécu. Alors, puisque Marie n'aime pas le terme de conclusion, moi je vous propose que tout ceci soit une introduction à une prise de conscience. Très bien. D'accord. Une autre observation? Femme, ne devenez surtout pas, femme, ne devenez surtout pas des hommes comme les autres. Absolument. Il y a exclusion, bien sûr. Et hommes, ne devenez surtout pas des femmes comme les autres. Voilà. Je voudrais juste me poser la question sur les jeunes, la génération actuelle. Est-ce que les nouveaux philosophes ne sont pas en fait les ch'tis à Marseille ou je sais pas trop quoi? Est-ce que la nouvelle philosophie, c'est pas un petit peu ça pour les jeunes? Moi, je suis un petit peu... vous disiez tout à l'heure que notre génération n'a pas été très féminine. On le devient peut-être un petit peu maintenant sur le tard. On avait à l'époque des revendications que les jeunes actuellement n'ont pas du tout. Moi j'ai entendu des jeunes dire nous on n'a pas besoin de se battre, finalement l'égalité on l'a, notre mère l'a eu. Et puis on se rend compte que les jeunes filles actuellement sont quand même, je trouve qu'elles sont pas très bien quoi. L'image de la femme s'est totalement dégradée. Les émissions télé, etc. On a l'impression, je répète, la nouvelle philosophie, c'est un peu ces émissions de télé-réalité. On a l'impression que c'est un petit peu ça leur modèle. Je ne sais pas comment répondre. Oui et non. Oui et non. Bien sûr que c'est une catastrophe, mais j'espère que nos enfants ne passent pas leur vie devant la télé-réalité. C'est toujours difficile de faire des généralités. C'est toujours difficile de dire les enfants sont comme ci, les enfants sont comme ça, les filles sont comme ça. Forcément, on trahit une moitié de la population, c'est juste impossible de répondre vraiment à votre question.
Il y a des faits de société, évidemment, il y a... Comment vous dire? Il y a de telles variabilités au sein de la société, y compris dans les modèles parentaux, pas forcément reproduits, alors que c'était autrefois peut-être un garant de quelque chose, que voilà, je sais pas quoi vous dire. Je sais par expérience, parce que je le vois autour de moi et tout le monde le voit, que nos enfants ne vivent pas leur vie de couple comme nous on a vécu le nôtre. Ça, c'est une évidence. Et peut-être que, mais je parle dans... C'est difficile, vous allez me faire dire des choses que je ne veux pas dire, c'est sûr. Mais non, mais forcément. Non, parce que on peut pas voilà, généraliser les choses. Voilà. Il n'y a que des cas particuliers, des enfants. Voilà. Et à chaque fois, il y a une histoire différente, une famille différente. Voilà. Mais c'est vrai que les choses changent, c'est sûr. Mais ça, c'est rigolo parce que, pardon, Gustave, je vais finir par te le rendre. On dit les choses changent, mais c'est rigolo. Vous lisez un livre de Stefan Zweig qui s'appelle Le Monde d'hier, où il nous explique au tournant du 19e et du 20e siècle que tout change et que plus jamais rien ne sera pareil. Enfin, je crois que peut-être toutes les générations ont dit ça. Voilà, peut-être. Ouais, ce coup-là, je te le donne. Oui, puis il y a le 8 mars. Hein. Il se passe des choses le 8 mars. On pourrait dire que le 8 mars, c'est toute l'année. Voilà, non, bien sûr, les choses changent. Alors, merci. Avant qu'il y ait d'autres... Oui. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. C'est pas la journée de la femme. Oui, simplement, pour reprendre ces conclusions, je pense que le droit des femmes s'est construit dans le code civil sur l'altérité. Est-ce qu'il y aurait un risque à ce que la disparition de l'altérité, finalement, aboutisse à une disparition totale de l'égalité? Je vous invite à réfléchir. Ah ben, je suis convaincue. Je pensais l'avoir bien dit. L'altérité est absolument, évidemment indispensable, mais pas seulement dans ce rapport homme-femme. Au sein, oui, je pense que vous entendez bien, au sein de tous les rapports humains. Bien sûr, lisez la controverse de Valladolid, vous allez voir ce que c'est que l'altérité. Bien sûr, l'altérité est quelque chose à préserver à tout prix. Voilà. C'est un trésor. C'est un trésor, bien sûr. Commentaire à faire. La première chose, c'est quand même de relativiser un petit peu les opinions qu'on peut avoir vis-à-vis des auteurs anciens. Les conditions de vie n'étaient pas les mêmes il y a 10 000 ans, il y a 5 000 ans. Et au XVIIe siècle, les conditions de vie de la majorité de la population étaient pratiquement les mêmes que les conditions de vie à l'époque des pharaons ou en Mésopotamie. Ça, donc, il faut considérer un petit peu les conditions. La deuxième chose, vous parlez du monothéisme. Il n'y a pas que le monothéisme qui soit misogyne, entre guillemets. Il y a le confucianisme, il y a le taoïsme. Est-ce que vous connaissez un brahman, une femme brahman? Il n'y en a pas. Et puis la troisième chose que j'ai oubliée, mais ça me reviendra tout à l'heure. Ça va revenir. Oui, j'ai précisé que je me plaçais dans la civilisation occidentale. Je ne connais pas la philosophie orientale. Ah oui, la troisième chose que je voulais dire. Ah, voilà. Ça me revient. La troisième chose que je voulais dire, vous avez parlé de notre chance d'être en démocratie pour la situation des femmes. Il y a en Chine un homme extraordinaire, du milieu du XXe siècle, qui était Mao Zedong, qui a mis fin à la suprématie de l'homme vis-à-vis des femmes. Il a imposé l'égalité des femmes et des hommes. Et si vous allez en Chine actuellement interroger les femmes, entre guillemets, elles ont horreur de Confucius qui les mettait à la cuisine comme en Allemagne au caca, les petites chats, les kirches, et sont admiratifs, enfin reconnaissants dans ces tombes de l'avoir apporté ce sursaut dans leur... Oui, très bien. Je ne connais pas bien la Chine. Je connais pas. Merci.
Justement, est-ce que les inégalités entre hommes et femmes ne justifient pas toutes les autres inégalités, notamment dans le domaine économique, par exemple? Parce que vous n'avez pas tellement abordé la sphère du travail, de l'économie, parce que cette inégalité, elle sert aussi à payer moins des gens. Donc il y a quand même... aller vers, je veux dire, une égalité parfaite entre hommes et femmes, peut-être que ça serait une révolution au niveau de la société, puisque ça pourrait peut-être faire tomber toutes les autres inégalités. Oui, mais bien sûr que là, le combat actuel de la parité, mais c'est bien évidemment l'égalité des salaires, qui n'est pas encore... voilà. C'est l'extraordinaire prépondérance du travail partiel chez les femmes. Et ça, c'est une vraie difficulté pour les familles, et en particulier pour les jeunes parents, parce que le travail partiel est forcément lié à une mobilité professionnelle qui pose des problèmes terribles quand il y en a un des deux qui a un travail stable. Enfin, évidemment que, je vous disais tout à l'heure, j'étais un peu on peut le rêver, mais bon... on avance quand même un petit peu, hein. Je ne dis pas que c'est gagné, mais évidemment que les révolutions, elles vont être dans le monde du travail. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a... j'ai, si vous voulez, sur l'ordinateur, je peux le faire passer à ceux qui veulent, j'ai la conférence, vous savez, il y a eu le congrès du Parti Socialiste, là, ces jours-ci, et il y a un papier qui est sorti et qui s'appelle « La femme est un homme comme les autres », écrit par donc... nos ministres et nos députés, etc. Donc au dernier congrès du Parti Socialiste, ça s'appelle « La femme est un homme comme les autres ». Et donc évidemment, il parle essentiellement des droits de la femme au travail, hein, bien sûr. Voilà, exactement. Si vous voulez, je l'ai, je peux vous le faire passer. Si vous me donnez votre mail, je vous l'enverrai par mail. Et le gros du travail, c'est évidemment la place des femmes dans le monde du travail, bien sûr. Oui. Juste une question là. Finalement, est-ce que vous ne pensez pas que c'est le changement de l'économie et de la révolution industrielle qui a amené à une prise en considération de la place de la femme dans la société? La fin de la guerre Un peu, mais c'est surtout la guerre de 14-18 qui a fait beaucoup bouger les choses. La guerre de 14-18, ça a été pour les femmes un moment extrêmement important parce qu'il n'y avait plus d'hommes, tout simplement, et que les femmes ont travaillé pendant la guerre pour faire des armes, des munitions, des vêtements, etc. Et surtout, évidemment, après la guerre. Et puis c'est triste, hein, mais c'est toujours pendant les guerres qu'il se passe des choses importantes. Pareil, mais peut-être avec moins d'acuité, mais pareil pendant la guerre de 39-45. Ouais. Ça, c'est certain que la guerre de 14-18 a été un moment extrêmement important. On a compris que les femmes pouvaient travailler. Voilà. Mais après, il y a eu à nouveau un recul, un repli en arrière. Et on ne vote pas depuis très très longtemps, nous autres. C'est pour ça que c'est un devoir d'aller voter. Vous n'avez pas le droit de ne pas aller voter, les dames, parce que ça a été acquis de haute lutte. Et c'est honteux de ne pas remercier celles qui nous ont précédées et qui nous ont obtenu ça. Donc oui, surtout les guerres, je dirais. Oui. L'économie est plus efficace que la philosophie. Oh ben c'est certain. Ça, c'est certain. Ça, je ne me battrai pas sur ce plan-là. Alors, je propose au lieu de liberté, égalité, fraternité, liberté, égalité, altérité. Bon, bah, faut qu'on fasse savoir, Ça va faire des frais surtout, il va falloir changer tout. Je fais juste une remarque, c'est que les femmes ont tellement intériorisé leur infériorité que majoritairement c'est les hommes qui ont pris la parole une fois. Ça, c'est votre côté dominateur. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venus si nombreux.
Je suis allée un petit peu vite, mais vous avez des références, vous avez eu des noms d'auteurs, vous pouvez approfondir. Et surtout, j'aimerais que vous gardiez voilà, la démarche et la réflexion, parce que c'est ça qui m'a intéressée beaucoup quand je vous ai préparé ça.